Les commémorations du 11 novembre 1918, évidemment, avec les petites phrases qui vont avec, les commentaires sur l'Europe, eh bien, il s'agira d'Europe beaucoup dans ce talk ce matin, puisque les élections sont dans peu de temps, les élections européennes, et nous sommes avec un député européen, Les Républicains, qui est aussi maire de la Garenne-Colombes, et qui s'appelle Philippe Juvin. Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être parmi nous. La France et l'Europe vivent-elles une situation comparable à celle des années 30? C'est ce que suggère Emmanuel Macron. D'une certaine manière, oui, mais pas pour les raisons que Macron veut bien dire. Dans les années 30, il y a un livre qui a été très célèbre à l'époque, qui a été publié, La trahison des clercs, de Julien Benda. Et que disait Julien Benda? Julien Benda disait, une des caractéristiques de ces années, c'est que les intellectuels, les clercs, disait-il, trahissent le peuple en ne disant pas la vérité. Et moi, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, s'il y a une analogie, c'est que les intellectuels, les clercs, et d'ailleurs Macron est un clerc, ne disent pas vraiment la vérité. Et vous êtes un clerc aussi. Mais j'espère justement être un clerc éclairé qui dise la vérité. C'est pas une comparaison un peu anxiogène quand même? Mais de toute façon, on voit bien qu'au-delà, qu'est-ce qu'il veut, Emmanuel Macron, en disant ça? Il veut casser le débat en deux camps, les gentils et les méchants. C'est-à-dire les progressistes d'un côté, comme il dit, et les nationalistes de l'autre? Exactement, les gentils et les méchants. Tous ceux qui ne sont pas avec moi sont méchants, tous ceux qui sont avec moi sont européens. Autrement dit, j'ai le monopole de l'Europe. Vous savez, il refait le coup de j'ai le monopole, vous n'avez pas le monopole du cœur. Du cœur, on se souvient, j'ai le monopole de l'Europe. Et ça, c'est un piège qui ne tient pas parce que c'est faux. D'accord. Il n'est pas européen. Vous sentez... Vous êtes dans quel camp, vous, par exemple? Vous êtes député européen, mais les Républicains. Je suis député européen, les Républicains, c'est-à-dire membre d'un parti européen qui rassemble les partis de droite et du centre-droit, qu'on appelle le Parti populaire européen, on va en parler. Le PPE. Et à ce titre, je dénonce une sorte d'imposture intellectuelle d'Emmanuel Macron qui prétend que quand on est européen, on est forcément avec lui. C'est faux, évidemment. D'accord. Alors, il y a cette itinérance mémorielle à laquelle le président de la République s'est livré. Bon, c'est quand même le centenaire de l'armistice, c'est pas rien. Et cette itinérance a été émaillée de multiples polémiques. Une parmi elles, notamment, cette histoire de l'hommage, ou pas, qui doit être rendu au maréchal Pétain. Le président de la République, je rappelle, a dit que ça... Pardon ? Vous voulez dire à Philippe Pétain. Philippe Pétain, le président de la République, a quand même dit, et historiquement, je crois que c'est pas très faux, grand soldat en 14, et puis collaborateur, évidemment, en 18. Mais tout ça est vrai. En 39. Mais c'est vrai que Philippe Pétain a été un grand soldat, et c'est vrai qu'il a trahi la République. Mais ce qui est vrai surtout, c'est qu'il n'est plus maréchal de France, depuis le jugement d'après la Libération. Donc à partir de là... Il a été déchu de son titre. Mais bien entendu, au nom du peuple français. La justice se donne au nom du peuple français. Donc le peuple français a décidé qu'il n'était plus maréchal de France. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron vient dire « Je me pose la question de savoir s'il faut rendre hommage à Philippe Pétain, maréchal de France. » En fait, officiellement, il ne se pose pas la question, officiellement, parce que ça a été rayé. Il ne l'est plus. Deuxièmement, c'est une manière également très curieuse de faire de la politique en mettant les gens les uns contre les autres. Enfin, qu'il ait au moins une pensée à tous ceux qui ont souffert des faits de collaboration de Philippe Pétain. Moi, je pense que si Emmanuel Macron veut sortir par le haut, il faut qu'il cesse de parler de Pétain, qui est un facteur clivant, et qu'il trouve des points positifs. Moi, je serais très favorable, et je lui en fais la demande d'ailleurs, que le général de Castelnau, qui est un grand général français de la Première Guerre mondiale, qui a sauvé Verdun, en réalité c'est lui qui a sauvé Verdun, soit fait maréchal de France. On attendait qu'il le fût à la fin de la guerre de 1914-1918. Il ne l'a pas été parce que le malheureux a fait de la politique. En plus, le malheureux était catholique. Et donc tout ça fait qu'il n'a pas été maréchal de France. Eh bien, 100 ans plus tard, on peut tout à fait imaginer que le président de la République décide de faire du général de Castelnau un maréchal de France. Et là, ça aurait de la gueule. OK. Projetons-nous dans l'avenir maintenant. Alors, c'est pas simple quand même, la droite européenne. Vous vous êtes donné un nouveau chef de file, qui est monsieur Weber. Ça vous convient? Oui, j'ai voté pour lui, j'ai fait campagne pour lui. Manfred Weber, c'est On dit qu'il manque de charisme quand même. Je veux dire, c'est un député européen qui travaille, qui connaît les arcanes du pouvoir, qui sait comment ça fonctionne. C'est l'exemple typique de ce modèle allemand qui fait que l'Allemagne, aujourd'hui, dirige l'Europe. Et moi, je pense que les Républicains... Elle affaiblit l'Allemagne quand même. Hein, aujourd'hui, l'Union européenne, elle est dirigée par l'Europe. Et même si nous avons... Elle est dirigée par l'Allemagne, vous voulez dire? Elle est dirigée par l'Allemagne, pardon. Et on le doit à des gens comme lui, qui sont des gens sérieux. Et moi, je pense que les Républicains, nous devons avoir une stratégie de reprise d'influence française au Parlement européen. Ça doit être un des sujets clés.
On l'a perdu pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est moins nombreux. On l'a perdu parce que c'est un peu une boutade ce que je vais vous dire, mais pas trop. La France a été un grand pays et c'est un peu un drame pour nous parce que nous avons l'impression que naturellement, nous allons continuer à l'être. Moi, je crois que si nous voulons continuer à peser sur les affaires de l'Europe, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et au Parlement européen, il y a un chiffre qui est très intéressant. Les députés allemands restent 3,5 mandats d'affilée au Parlement européen. Les députés français, 1,5 mandat. La conséquence, c'est que les députés allemands acquièrent des positions dominantes au Parlement et dirigent le Parlement. Moi, je veux que l'Europe soit aussi française. D'accord. Le PPE, néanmoins, il est un peu divisé. Il est comme les Républicains, d'ailleurs. On a vu avec cet épisode sur est-ce qu'on doit garder à l'intérieur du PPE le parti de M. Viktor Orban, qui est le Premier ministre hongrois, le Fidesz. Vous aviez voté comment, vous ? Je me suis abstenu sur l'affaire C'est pas très courageux, ça ? Non, c'est que je pense que les Républicains ne sont pas obligés de tomber forcément dans tous les pièges qu'on leur tend. Ouais. Et le piège, c'est quoi? C'est justement qu'Emmanuel Macron veut dire, et je me répète, il veut dire... C'était pas une initiative d'Emmanuel Macron. Il était à la manœuvre. D'un côté, il y a les Européens, forcément avec Emmanuel Macron, et tout le reste, en particulier cette affreuse droite dont je fais partie, dont je suis fier de faire partie, n'est pas européenne. Viktor Orban, pas lui, mais son parti a sa place à l'intérieur du PPE. Au Parti populaire européen. D'ailleurs, il n'y a pas de débat. On peut exclure un parti du PPE, il faut qu'il y ait des demandes, et le patron du PPE, qui est un Français, c'est une des seules positions dominantes que nous avons en Europe, certain Joseph Daul, n'a pas reçu le début de commençant d'une exclusion. D'ailleurs, je vous fais une remarque, je pense qu'il y a un très grand danger aussi à exclure quelqu'un comme Orban, parce que quand vous excluez, vous ne savez plus où il va. Et la première étape du Brexit, je fais un parallèle, en fait ça a commencé quand le Brexit? Quand les Britanniques, conservateurs britanniques, ont quitté le PPE, le fameux parti de droite et de centre-droit. Quand ils l'ont quitté, c'était il y a une dizaine d'années, eh bien c'était la première étape du Brexit. Du Brexit, d'accord. Et c'est ça qu'il faut y faire très attention. Vous pensez que vous allez partir unis, là, aux Républicains, dans cette bataille? Oui, je pense que... Alors vous avez tiré la sonnette d'alarme il y a quelques semaines, oui, quelques mois maintenant. Quelques mois, en disant que, attention, je pense qu'il faut qu'on ait... Le discours n'est pas le bon. Ce que je disais, c'était simple, c'est que la France, si elle veut continuer à éclairer le monde, doit avoir un véhicule de puissance. Et ce véhicule de puissance, c'est l'Union européenne. Encore faut-il qu'on ait la capacité à le manœuvrer, nous, Français. C'est ça que je disais. Et je sais gré à Laurent Wauquiez d'avoir travaillé les différences qu'il y a dans le parti, mais il n'a pas progressé. Il a fait le job du patron du parti, c'est-à-dire de réunir les gens de tout temps. La droite républicaine du gouvernement, sur l'Europe, hein. elle a des éléments divers. Entre souverainistes et ceux qui sont plus pro-européens. Peut-être un peu caricaturale de dire les choses, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des différences. Souvenez-vous, Chirac d'un côté, Seguin, Pasqua de l'autre. On a toujours eu des visions différentes, mais c'est aussi ça qui nous a permis d'avancer sur la notion du véhicule de puissance. En fait, la France seule ne peut plus participer aux affaires du monde. C'est quoi votre Europe à vous? C'est une Europe qui défend les Européens contre une immigration illégale. Mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui. C'est une Europe qui défend les Européens contre les guerres commerciales qui sont mises en œuvre par la Russie. C'est toujours les mêmes pétitions de principe et puis ça rien ne change. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, moi je pense qu'il y en a beaucoup d'efforts à faire sur... Prenons l'exemple de l'immigration. Aujourd'hui, il y a des lois européennes que nous avons votées et qu'on ne met pas en œuvre. Vous savez, quand quelqu'un arrive sur le territoire national, en situation de demandeur d'asile, eh bien, le droit européen nous permettrait de le garder en centre administratif fermé jusqu'à 18 mois. En France, on les garde pendant 12 jours. C'est vrai qu'au bout de 12 jours, les gens partent. Le droit européen nous permettrait de donner une réponse, asile ou pas asile, ce qui est fondamental, en 8 jours. En France, on met 10 mois pour répondre. Alors, nous avons des lois européennes qui fonctionnent, il faut les faire fonctionner. Et en France, on ne sait pas bien les faire fonctionner. Vous admettrez quand même que votre parti se sert souvent de l'Europe comme d'un bouc émissaire. Hein. Mais dans le passé, tout le monde l'a fait. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Non, c'est très mal, bien entendu, parce qu'on oublie en réalité tous les éléments positifs que l'Europe nous a apportés. L'Europe, par exemple, l'Europe, c'est un marché de 500 millions de personnes qui sont de consommateurs et de citoyens qui sont prêts à acheter des produits, y compris français. Si la France est isolée, eh bien, c'est 63 millions de clients et de consommateurs. Regardez les Britanniques qui sont en train de sortir et ils sont les premiers à s'en mordre les doigts. Donc vous n'êtes pas du tout isolationniste, pas du tout protectionniste? Non. Si protectionniste quand même. Protectionnisme européen. Européen. Europe des nations, c'est une formule qui vous va ou pas? L'Europe des nations. Oui, bien entendu. L'Europe, elle respecte à la fois des traditions nationales, mais elle fait en sorte que ces nations
Si elles veulent continuer à exister, elles doivent avancer unies. Elle sert à ça. L'Europe sert à être un catalyseur de puissance. Elle ne l'a probablement pas suffisamment été dans le passé. Nous devons nous défendre des Chinois, des Russes, peut-être des Britanniques demain, des Américains évidemment. Alors, qui pour conduire votre liste? Il y a plusieurs candidats. J'espère qu'il y en aura plusieurs. On parle de Jean Leonetti. On a parlé de Jean Leonetti, qui est un confrère, puisque je suis aussi médecin, que j'aime beaucoup, qui a de l'expérience puisqu'il a été ministre des Affaires européennes il y a une dizaine d'années, qui a été un bon ministre. Il y a d'autres candidats probablement qui vont être candidats. Moi-même, je suis candidat à la candidature, donc je vais demander à mon parti de me choisir. Vous l'avez dit à Laurent Wauquiez? Laurent Wauquiez est au courant, bien entendu. D'autres le sont. Il y aura une compétition à l'intérieur du parti. Ça fait 10 ans que je suis député européen, j'en connais les rouages, les arcanes, ce qui est fondamental. En fait, ce qui va se jouer, c'est l'influence française. Est-ce qu'on veut que la France joue un rôle? Et par exemple, prenons l'exemple de Macron, qui prétend avoir un rôle en Europe. Macron nous a isolés depuis 1 an et demi. Quand est-ce qu'on saura qui Probablement au printemps, février ou mars. D'accord. Il va y avoir un vote? Comment ça va se passer? Il y a des instances. Il y a ce qu'on appelle une commission nationale d'investiture, dont un des rôles est de sélectionner les candidats et de sélectionner la tête de liste. Et qu'est-ce qui vote après? C'est elle, c'est la commission. Absolument. Elle va soumettre ensuite à une assemblée plus large. Qui est-ce qui dirige cette commission? Qui est le Congrès national. C'est Éric Ciotti qui préside cette commission. Et ensuite, il y a le Congrès national. Christian Estrosi avant, oui, c'est ça. Avant, ça a été Estrosi. Et qui est-ce qui va... il y a combien de votants? Il y a une quarantaine de votants. Et ça sera avalisé ou pas, d'ailleurs, par une assemblée qui est le Parlement du parti, qu'on appelle le Conseil national, dans les semaines qui vont suivre. Vous avez lu l'interview accordée au Point par Nicolas Sarkozy récemment? Oui, évidemment. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de son idée? Je suis élu dans les Hauts-de-Seine, donc je suis un petit peu Nicolas. Qu'est-ce que vous pensez de son idée de relancer l'Europe en relançant un grand traité européen? On ne peut pas faire autrement. L'Europe aujourd'hui n'est pas le véhicule. Ça ne vous rappelle pas quand même le mauvais souvenir de Lisbonne qui a coûté cher à Nicolas Sarkozy d'ailleurs? Non, mais en fait, à quoi on sert homme politique? Est-ce qu'on sert à dire ce qu'on pense que les gens pensent, ou est-ce qu'on sert à leur dire ce que nous croyons bon pour la France?